Bonjour, ça va. D'accord, première question. Le 7 janvier, cela faisait 10 ans que la rédaction de Charlie Hebdo avait été attaquée. Cela a changé toute une nation et a eu un impact international. Comment évaluez-vous le mouvement mondial Je suis Charlie aujourd'hui? Ce que représentait Je suis Charlie il y a 10 ans, ça répondait à un traumatisme. Ça répondait à un traumatisme de la société française d'abord, parce que c'était la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un journal était attaqué, que des journalistes étaient tués dans un pays, dans une démocratie, dans un pays en paix. Donc ça c'est un premier traumatisme. Le second traumatisme, c'est que les gens qui ont été tués, ces dessinateurs et ces rédacteurs, mais surtout ces dessinateurs, représentaient pour beaucoup de Français quelque chose qui leur était très intime. Un dessinateur comme Cabu avait été découvert par beaucoup de générations à l'enfance. Moi, j'ai découvert Cabu quand j'étais enfant, en lisant Le Grand Duduche. D'autres, la génération qui m'a suivi l'a découvert au Club Dorothée, en étant enfant aussi. Donc c'est une part d'eux qui d'un seul coup avait été, d'une part disparaissait violemment et avait été attaquée. Et puis il y avait un troisième traumatisme, toujours dans la société française, mais aussi pour beaucoup d'autres sociétés, c'est que c'était quelque chose de très symbolique qui avait été frappé. C'était le cœur de ce qui au fond incarne la démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté de la presse, le droit de critiquer un pouvoir, le droit de se moquer des puissants, le droit à la caricature. Ça, c'est quelque chose qui est très caractéristique, qui incarne presque ce qu'est la démocratie, ce que permet la démocratie. C'est le seul système politique où vous avez le droit de vous moquer des puissants, de vous moquer des dirigeants. Donc tout ça évidemment s'est retrouvé dans le slogan Je suis Charlie, dans beaucoup de pays dans le monde, s'est retrouvé dans les rues aussi. Et puis après, ma foi, la vie a continué. 10 ans se sont passés, mais tout au long de ces 10 ans, d'autres choses se sont produites. Il y a eu en France, il y a eu l'attentat au Bataclan. Il y a eu l'attentat à Nice pour le 14 juillet. Il y a eu Samuel Paty qui a été décapité. Dans le monde, il y a eu d'autres attentats. En Grande-Bretagne, il y a eu Manchester. En Allemagne, il y a eu Berlin. Voilà. Donc on s'est aperçu aussi que c'était une façon de concevoir la société qui était attaquée. Et ça, je pense que c'est resté profondément marqué. On a publié un numéro à l'occasion de ces 10 ans, le 7 janvier dernier, un numéro spécial dans lequel on a publié un sondage. Et dans ce sondage, le but était de voir le rapport que les Français avaient au droit à la caricature, à la liberté d'expression, au droit au blasphème, et voir comment il avait été évolué en le mettant en comparant avec un sondage identique qui avait été fait en 2012. Et en fait, on s'est aperçu que aujourd'hui, ce sondage révèle que 76% des Français considèrent que la liberté d'expression, le droit à la caricature, le droit au blasphème sont des droits fondamentaux et qu'il faut les défendre. Ils étaient 50% en 2012. Donc ça veut dire que même si on a l'impression qu'effectivement les sociétés sont plus
sont plus repliées sur elles-mêmes, sont plus peureuses. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience de beaucoup de citoyens français, mais peut-être aussi de citoyens partout ailleurs dans le monde qui s'aperçoivent que ces droits qu'ils jugent fondamentaux et qu'ils pensaient acquis, d'une part ont été attaqués violemment, donc ils ne sont pas acquis. il faut toujours se battre. Et la deuxième chose dont ils se sont aperçus peut-être, c'est que finalement ces droits auxquels ils ne pensaient pas tous les jours parce qu'ils en usaient tout simplement, ils y tenaient. Voilà. Donc d'un côté, effectivement, les sociétés sont plus frileuses. Il y a une peur qui s'est installée avec le terrorisme, mais peut-être que cette majorité silencieuse qu'on n'entend pas, qui ne se manifeste pas forcément, est beaucoup plus attachée à ces droits que nous, à Charlie Hebdo, on défend, mais on n'est pas les seuls à les défendre, heureusement. Et que ces droits, il faut les défendre. Et peut-être que finalement, il y a encore plus de gens qui peuvent se reconnaître dans ce slogan « Je suis Charlie » qu'on ne pense. Wenn geantwortet hat, kürze mal ab, ne? Wenn du merkst, er hat schon andere Fragen geantwortet. Ja, hat er. Okay. Die eine lasse ich auch raus. Ja, okay. D'accord. Je réponds longuement. Pardon? Je réponds toujours longuement. C'est pas ce que j'ai dit. Si elle avait des questions qui oui. Les réactions, quoi, qu'elle peut très bien réagir sans rester fixée sur son programme. Voilà, ouais. D'accord. À votre avis, quels sont les défis que vous voyez pour la liberté de la presse en Europe au XXe siècle? Il y a plusieurs choses. D'abord, comme on le constate aujourd'hui, comme je l'ai dit, les sociétés semblent beaucoup plus crispées. On est dans une situation qui est paradoxale, c'est qu'aujourd'hui, en France, mais je pense que c'est à peu près la même chose dans d'autres pays d'Europe, on peut le constater, les tribunaux sont très libéraux en ce qui concerne la liberté d'expression. Il faut pousser très loin pour être condamné par un tribunal. En revanche, les sociétés elles-mêmes et des individus sont beaucoup plus frileux. Il y a du fait de la puissance aujourd'hui et de l'utilisation massive et totalement indiscriminée des réseaux sociaux, toutes sortes de susceptibilités s'expriment violemment, parfois par la menace, parfois même par l'agression physique. Aujourd'hui, nous sommes toujours menacés, mais être menacé et être menacé de mort, ça peut être le lot de n'importe qui. Il suffit d'être sur un réseau social et d'exprimer un avis que quelqu'un ici ou là va trouver contraire au sien. Donc il y a cet aspect-là qui est dangereux pour la liberté d'expression et la liberté de la presse. Mais ce qui est particulièrement dangereux aujourd'hui pour la liberté de la presse, c'est que elle est soumise de plus en plus à des individus qui ont plus de pouvoir que parfois des États même. Si vous prenez quelqu'un comme Elon Musk, qui ne possède pas de journaux, qui ne possède pas de télévision, mais qui possède mieux, il possède X, Twitter. C'est-à-dire qu'il va pouvoir influer sur des millions et des millions d'individus à travers le monde. Cet homme, qui n'est pas très fréquentable, qui a des idées qui sont pas, en tout cas, qui ne sont pas les miennes, et que j'estime dangereuses, a un pouvoir énorme.
plus, c'est un industriel. Et aujourd'hui, il est un petit peu l'espèce de Jiminy Cricket, mais dans le mauvais sens, du président des États-Unis, qui reste, quoi qu'on le dise, si ce n'est l'homme le plus puissant du monde, un des hommes les plus puissants du monde. Voilà, c'est la presse et la liberté d'expression et la liberté d'informer, et d'informer non seulement librement, mais objectivement, c'est-à-dire non pas en prétendant délivrer une vérité, mais simplement en montrant la réalité, en disant voilà, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est, voilà comment la société est, voilà comment le monde est, comment tel individu se comporte. Et ça, c'est pas une vérité, c'est la réalité, et c'est plus fort que la vérité. Donc des gens comme ça sont capables de modeler ce que les gens considèrent comme de l'information. Et puis, par exemple, en France, nous avons un personnage qui s'appelle Bolloré, qui a compris que s'il détenait des médias, là c'est dans un sens beaucoup plus classique, c'est-à-dire des chaînes de télévision, des journaux, il détenait le pouvoir. Et il avait la possibilité d'influer sur le pouvoir, sur le cours des élections, voilà. Donc tout ça, évidemment, c'est très dangereux. Et enfin, il y a un troisième point, qui est plus profond. C'est qu'est-ce que veut dire être journaliste ? Qu'est-ce que veut dire publier un journal ? Je vais vous donner un exemple. Quand le New York Times décide, il y a quelques années, d'arrêter de publier des dessins de presse, des dessins politiques, parce qu'il est confronté à une polémique, il est confronté à un débat sur un dessin, que certains jugent antisémite, mais bon, laissons ça de côté, le débat est là. Plutôt que d'affronter ce débat, le New York Times décide de ne plus publier du tout de dessins de presse, de dessins de caricature. C'est-à-dire qu'il se prive d'un outil journalistique qui est fondamental. Parce qu'un dessin de presse, une caricature, une satire, c'est quelque chose qui permet de montrer un personnage public, un événement précis, un fait de société, d'une manière que jamais un éditorial, jamais un reportage ne pourra faire. Ça le montre d'une manière totalement différente. Ça ouvre une fenêtre et un regard qui est unique. Et c'est quelque chose qui existe pratiquement depuis que la presse existe. Donc si on se priver de ça, c'est se priver d'un outil journalistique majeur. Donc le New York Times, un journal aussi important que le New York Times, qui est considéré non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde comme un journal de référence, décide de se priver de cet outil journalistique. Pourquoi ? Il le dit, l'editorial board du New York Times l'a dit clairement, pour ne pas créer de polémique, pour ne pas créer de débat. Qu'est-ce que ça veut dire, un journal qui décide de ne pas créer de débat ? Là, autant arrêter de faire du journalisme. Voilà, on va planter des carottes, on va faire autre chose. Donc ça, c'est un problème aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être journaliste ? Aujourd'hui, trop de journalistes dans les sociétés démocratiques prétendent délivrer la vérité. Or, la vérité, ça veut rien dire. Tout le monde a la sienne.
Le travail d'un journaliste, c'est de montrer la réalité, c'est de montrer les faits, c'est de montrer les individus, c'est de montrer ce qui va bien ou ce qui va mal dans une société. Et ça, c'est pas la vérité, c'est autre chose, c'est la réalité. Un journaliste qui prétend délivrer la vérité, c'est un journaliste de propagande. Donc c'est un problème aussi. C'est qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être d'informer. Et pourquoi pensez-vous qu'il est important de rire des sujets tels que le terrorisme, la religion ou les crises de réfugiés? Parce que d'abord, c'est ce sont des faits qui sont importants aujourd'hui. La religion, aujourd'hui, on le voit partout dans le monde, est redevenue un outil politique majeur. Alors évidemment, c'est flagrant pour l'islamisme, mais ça ne l'est pas que pour l'islamisme, ça l'est aussi pour le christianisme. On le voit aux États-Unis par exemple, où Trump s'appuie sur les évangéliques, en Amérique latine aussi. Quelqu'un comme Modi en Inde s'appuie sur l'hindouisme. Donc la religion est redevenue quelque chose qui aspire à exercer un pouvoir politique fort. Donc évidemment qu'il faut parler des religions. Sinon on ne parle pas de politique. Si aujourd'hui vous voulez décrire la marche du monde en disant on va pas parler de religion, vous parlez du sport et encore, ou de la météo. Donc c'est essentiel de parler de ces sujets-là. Les problèmes, les crises des réfugiés et appelons ça des problèmes migratoires, c'est vrai que ce sont des problèmes migratoires. Les réfugiés, ceux qui fuient les guerres, ceux qui fuient des dictatures, et qui cherchent dans des pays démocratiques quelque chose qu'ils n'ont plus chez eux, c'est-à-dire la sécurité, le simple fait de pouvoir vivre, tout simplement. Ça devient quelque chose effectivement qu'il faut affronter. Il faut se confronter à ça. Il faut pas asséner des vérités. Il faut pas dire toutes les migrations sont bonnes ou toutes les migrations sont mauvaises. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut d'autant moins rien dire que avec le bouleversement climatique, avec le réchauffement climatique, ce qu'on connaît aujourd'hui comme flux de migration, c'est une plaisanterie. Bientôt, des gens fuiront des pays entiers, tout simplement parce que ces pays ne seront plus matériellement, humainement vivables. Il n'y aura plus d'eau, il fera trop chaud, ou ils seront sous l'eau, donc ils n'auront pas d'autre choix. Donc il faudra qu'ils aillent quelque part. Et ils iront dans des pays où y a moins d'eau, il fait moins chaud, et où on pourra les accueillir. Donc il faut se confronter à ça, et il faut savoir que ça va se produire. Et comment on répond à ça sans rejeter tout le monde à la mer et sans dire ah oui tout le monde est bienvenu n'importe comment. Non, il faut que si on prend uniquement que l'exemple de l'Union européenne, si l'Union européenne n'a pas une politique d'accueil des migrations commune, sans dire c'est le premier pays dans lequel ils mettent les pieds qui se débrouille, c'est foutu, ça marchera pas, et ça ne marche pas. Donc il faut pouvoir se confronter à ça. Donc c'est des sujets évidemment qu'il faut traiter et qu'il faut analyser
objectivement dans les médias, et c'est le travail des journalistes. Dans quelle mesure voyez-vous les risques que l'influence de géants de la technologie entraîne une érosion de valeurs démocratiques telles que la diversité des opinions, la liberté de la presse? Alors, ce que vous appelez le développement de la technologie, c'est essentiellement, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, effectivement. J'ai parlé des réseaux sociaux. Il y a évidemment l'intelligence artificielle. Et il y a la fascination. Je pense que le premier danger, c'est la fascination qu'on a aujourd'hui face à ces technologies. En se disant, il y a quelque chose, c'est humain, on trouve ça magique. On a un smartphone, on parle devant, on lui pose une question, il nous répond tout de suite. Donc c'est de l'ordre de la magie, et l'être humain a toujours été fasciné par la magie. Le problème, c'est que là, c'est une magie qui est fabriquée par des gens. Elle n'est pas fabriquée. Et toute magie est fabriquée par des humains. Le problème, c'est premièrement, qui sont ces humains? On le voit aujourd'hui. Les grands pontes de la Silicon Valley, qui étaient soi-disant des gens très progressistes, très presque babacool, fun, parce qu'ils étaient en t-shirt et en basket. On les voit aujourd'hui, ils sont tous en train de financer Donald Trump, parce que Donald Trump leur a dit, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. L'Europe qui veut réguler les réseaux sociaux, qui veut réguler les nouvelles technologies, on va entamer une guerre commerciale avec elle, on va l'empêcher de faire ça. Donc eux, ils y vont, ils sont contents. Il faut, je pense, retrouver le sens, là encore, de la réalité, et se dire que ces technologies sont d'abord, avant toute chose, des outils. Et la première chose qu'on se demande quand on est face à un outil, c'est qu'est-ce qu'il nous permet de faire. Donc on doit d'abord se demander que nous permettent de faire ces nouvelles technologies, sans se laisser fasciner. Si c'est pour uniquement s'en servir comme des objets justement de fascination, en se disant c'est fantastique, on peut tout faire avec, ça sert à rien. Je vais vous donner un exemple précis. Il y a quelques années, j'avais été invité à Vienne dans une série de conférences sur l'information, et précisément sur l'information via ces nouvelles technologies. Et il y avait une démonstration de caméras, de casques de réalité virtuelle. Donc j'ai essayé un casque de réalité virtuelle avec lequel on avait tourné un reportage à l'époque à Alep. Donc dans une cité en guerre, totalement détruite. En fait, quand on a ce casque de réalité virtuelle, on est dans une attraction. D'un seul coup, on est sur un camion, on suit des journalistes, on ne regarde pas le sujet. On est dans son truc. Et puis d'un seul coup, le camion freine. C'est super, je freine. Donc, toutes ces technologies qui sont fascinantes sont là, finalement, pour détourner l'attention. Parce que pour informer, il ne faut pas grand-chose. Finalement, il suffit de dire. Alors, il y a des moyens pour le dire. Il y a des caméras, il y a un micro, ça peut être un stylo, ça peut être la parole, mais ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir recours à une intelligence artificielle pour rendre la chose beaucoup plus
beaucoup plus agréable, beaucoup plus fun, parce que à partir du moment où on veut mettre du fun, c'est qu'on veut détourner l'attention de ce qui est réellement important. Donc ça aussi, les journalistes doivent s'interroger sur l'utilisation qu'ils font de ces nouvelles technologies, en dehors du fait qu'en se posant la première question, est-ce qu'ils ne vont pas leur piquer leur boulot? Parce que si c'est pour pisser de la dépêche, effectivement, une intelligence artificielle peut très bien le faire. Mais c'est un élément du journalisme, pisser la dépêche, mais c'est pas que ça. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et j'ai pas l'impression que dans le flot justement de ces technologies qui ont transformé l'information en un espèce de robinet perpétuellement ouvert qui coule en permanence, où plus grand chose est hiérarchisé, où on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il faut une chose chasse l'autre, un fait chasse l'autre. On ne cherche plus à savoir qu'est-ce que signifie tel fait, pourquoi il se produit telle chose à tel moment, et qu'est-ce que ça implique. Ça, je pense que c'est un des premiers dangers sur le travail de journalisme et la façon dont on délivre de l'information. Ja, natürlich. Ich hätte noch eine letzte Frage. C'est sehr anstrengend. Okay. Es tut mir so leid. Ah oui, oui, mais c'est un métier. D'accord, dernière question. Monsieur Viard, Kurt Tucholsky a dit un jour, le satire peut tout faire. Comment évaluez-vous cette déclaration dans le contexte de tensions sociales et politiques actuelles? La satire peut tout faire. La satire surtout, c'est un moyen. C'est un moyen, comme je vous l'ai dit, de montrer quelque chose qu'on ne peut pas montrer autrement d'un personnage public, d'un événement, d'un fait de société. Ce qui est important, là encore, c'est comment on s'en sert. Pourquoi on utilise la satire. La liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi. Il faut d'abord, dans tous les pays, la liberté d'expression est encadrée, y compris dans les pays les plus libéraux en la matière. Et puis, la première question, c'est pas de se demander est-ce qu'on peut. Il y a une question qu'on nous pose en permanence à Charlie Hebdo, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Bon. Oui, on peut rire. Enfin, on peut rire de tout. Évidemment, on peut rire avec tout. On peut rire avec tous les sujets. La vraie question, c'est de savoir pourquoi on rit, pourquoi on le fait. Un dessin ou une blague sur Netanyahou, elle peut être très pertinente, mais elle peut être antisémite. Donc, comment on réfléchit pour que la blague ou le dessin soit pertinent, mais ne soit pas antisémite. C'est toute la question de la caricature, du droit, de la liberté d'expression, du droit à la satire et du droit de rire, effectivement, avec tous les sujets. D'accord, merci beaucoup. Encore une question, une dernière par contre, vraiment une dernière. Est-ce que tu vois on a une montée des extrêmes droites ou du populisme en Europe, ouais. On ne peut pas dire le contraire malheureusement. L'Italie, en France et puis dans bien d'autres pays. Est-ce que tu penses que c'est un affaiblissement de l'Europe par rapport justement à Trump et Musk et compagnie qui arrivent à grands pas là? Est-ce qu'il y a un petit espoir à l'horizon
comment faire pour que l'Europe devienne plus forte, quoi? Parce que vraisemblablement, même les étudiantes et étudiants ont peur. On sent une peur qui s'est installée, c'est nouveau ça. Nous, à la fac, on sent une peur chez les étudiantes et étudiants qui n'étaient pas là avant, qui n'étaient pas là il y a 10-15 ans, et qui est palpable. C'est-à-dire qu'ils disent souvent, bon, alors la planète, on ne peut pas la sauver parce que personne ne s'en occupe. Trump a été élu, si lui, c'était que lui, d'accord, mais c'est Musk, Zuckerberg et compagnie qui arrivent, donc elles ne vont pas. Et nous, l'Europe, on va avoir des gouvernements dans des pays dits démocratiques qui sont de plus en plus d'extrême droite. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est tous en train de s'engouffrer dans une espèce de période très très noire? Et est-ce qu'on a la chance? Enfin, comment vois-tu, toi, les choses? Est-ce que tu vois un petit peu... Je peux pas faire de prédiction. Non. Je suis pas... non, il y en a une là, juste à côté, qui nous fait les prédictions. Je fais pas ça. Mais il y a un fait qui est certain, qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, mais c'est valable aussi pour d'autres pays, c'est valable pour les États-Unis et d'autres pays ailleurs dans le monde, les citoyens qui vivent dans des pays démocratiques, qui ont la chance de vivre dans des démocraties, ont oublié ce que ça signifie, la démocratie. L'Europe, aujourd'hui, elle a... le problème de l'Europe, c'est que dès le départ, elle a pris un chemin de travers, à mon sens. C'est-à-dire qu'elle a fait les choses à l'envers. Au lieu de se bâtir d'abord en premier lieu comme une entité politique, elle s'est d'abord bâtie comme une entité économique. Quand on a voulu, en 2005, mettre noir sur blanc cette identité politique, avec la Constitution, avec le projet de Constitution européenne, ça a donné ce qu'on a donné. Ce qu'on a vu, moi je pense que c'est... Là on a raté quelque chose et on l'a raté vraiment dramatiquement. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens partout en Europe qui considèrent que la démocratie c'est pas le seul horizon à atteindre, qui sont séduits par des idéologies politiques qui ont des réponses. Voilà. Ils ont des réponses. Ils n'ont pas de solution, mais ils ont des réponses. Moi, là, on va partir dans un truc très politique. C'est-à-dire que je pense que les gauches, d'une manière générale, que ce soit en France, que ce soit même en Allemagne, en Italie, ont à un moment se sont complètement plantés de stratégie. Tu as eu, à partir des années 80, une gauche plutôt libérale, plutôt modérée, les socialistes en France et en Italie, les sociodémocrates en Allemagne, qui se sont convertis, on va dire, à l'économie de marché. Enfin voilà. Bon, et surtout, l'économie de marché, c'est pas le problème, c'est l'ultralibéralisme le problème, c'est-à-dire c'est le manque de régulation économique. Et encore une fois, c'est la politique qui fait l'économie, c'est pas l'économie qui fait la politique. Donc il y a cette partie de la gauche qui a pris un mauvais chemin, et il y a une autre partie de la gauche qui a elle aussi qui est une partie de l'extrême gauche qui a aussi pris un mauvais chemin, en considérant,
en s'énamourant pour notamment les mollahs iraniens, avec la révolution islamique, qui avait terrassé le grand Satan américain, voilà. Et d'un seul coup, ont décidé que les musulmans seraient les nouveaux damnés de la terre. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une gauche, qu'elle soit modérée ou qu'elle soit extrême, elle a abandonné en gros, son électorat de base, qui est, appelons ça, le prolétariat. C'est-à-dire, en gros, la masse, finalement, des citoyens qui se sont tournés vers autre chose. Aujourd'hui, quand on voit des extrêmes droites qui prétendent défendre les ouvriers, le prolétariat, les pauvres, oui, effectivement, mais quand personne d'autre les défend, on fait comment ? C'est ça tout le problème. Et je pense qu'aujourd'hui, les gauches, il faut qu'elles reviennent d'urgence à ce qui est le cœur de la gauche. C'est-à-dire, on considère que, d'abord, s'il y a des droits humains, ils s'appliquent à toute l'humanité. Si pour bâtir des sociétés, il faut des libertés individuelles, c'est vrai, des droits individuels, c'est vrai, mais il faut aussi des droits collectifs. Et des droits collectifs, ça veut dire qu'il faut des règles, il faut de la régulation. On régule. Et puis, si on défend les opprimés, on défend tous les opprimés. On ne défend pas seulement ceux qui nous arrangent, qui sont là, dans tel ou tel banlieue, parce qu'ils vont voter pour nous. On défend aussi les femmes afghanes, on défend aussi les iraniennes, on défend... Voilà. Parce qu'elles aussi, elles sont opprimées. Donc... mais je ne pense pas que ce soit bien parti pour. Hein. Je dis simplement, je fais un constat. Après, pour la boule de cristal, c'est pas moi. Hein. Il y a un magicien en bas. Ah, il est à côté. Ok. Bien. Merci alors. Merci beaucoup.